Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes artistes, activistes, politiques. J'aime pas les garçons, ça fait mal, taper. People are suffering. People are dying. How dare you? C'est même pas la faute des juges, c'est le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie, quoi. Bienvenue dans la poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Shirley Soignon. Ça a été tout de suite clair. Je sais pas, en fait, j'ai une analyse j'ai compris ça, que c'est depuis toujours que j'analyse de façon très rapide, depuis l'enfance. Et du coup, je pense que j'ai vite capté le délire, quoi. J'étais là, non, donnez-moi un pantalon. Je sens que c'est mieux d'être dans l'équipe des gens qui ont un pantalon. Je m'attendais vraiment pas à ça, ce soir-là, en allant au Café de la Danse, assister au dernier spectacle de Shirley Soignon, le vrai dernier spectacle, Être humain. Je m'attendais pas à frissonner comme ça, à retenir une larme, à sentir une telle empathie pour cette personne sur scène qui se mettait littéralement à nu, dévoiler ses traumas, ses drames, ses addictions, ses troubles. J'ai ri, mais j'ai surtout eu plein d'eau à porter à mon moulin, un moulin qui mouline beaucoup en ce moment sur la mémoire et sur la réparation. Quand Shirley s'est pointée au studio pour enregistrer son épisode, elle m'a dit « C'est ma dernière interview avant la retraite ». J'ai eu l'impression d'être un peu le Michel Drucker du podcast, ce qui m'a rendue follement fière. Et derrière, Shirley a déroulé l'un des entretiens les plus authentiques, les plus profonds qu'il m'ait été donné d'enregistrer en 55 ans de carrière. Michel, si tu nous regardes. Personne n'a la rêve de ça en fait. Merci à Shirley pour cette confiance qui a fait qu'à la fin, ça a été super dur de me retenir de lui faire un gros hug monumental. J'espère qu'on se rattrapera la prochaine fois qu'on se voit. Bonne écoute. Avec Shirley Soignon, on a parlé de Navarro, de weed et de toiture. Shirley Soignon, vous êtes humoriste, stand-upeuse, vous êtes aussi productrice, réalisatrice, dénicheuse de talent. Vous avez tenu pendant 3 ans l'une des meilleures scènes ouvertes de la capitale, le Barbès Comedy Club. Et vous n'êtes jamais là où on vous attend. Au fil de vos 16 ans de carrière, vous n'avez fait que surprendre et dérouter votre public. Vous êtes la seule femme du milieu du stand-up et bam, vous créez en 2018 un spectacle qui s'appelle Monsieur Shirley pour dire que justement, vous n'êtes pas tout à fait une femme. Vous montez une maison d'humoristes dans votre quartier préféré de Paris et bam, vous partez pendant des mois faire le tour du monde des comédie clubs. Vous devenez une icône lesbienne et oups, vous annoncez être en fait bisexuelle. Vous arrêtez le iPhone, vous reprenez le iPhone. Le milieu du stand-up commence à s'ouvrir, à se diversifier et vous annoncez partir à la retraite. Vous lancez 1000 projets, vous êtes hyper active, hyper visible, hyper successful. Et là, vous nous dites que l'urgence, pour vous, c'est de partir à la campagne, faire le point. Bref, Shirley, vous êtes pleine de complexité, de contradictions. Vous ne vous en cachez pas et ça vous rend humain, trop humain, humaine, trop humaine, comme on veut. Votre dernier spectacle s'appelle « Être humain ». J'étais au théâtre le 8 février, le soir de la captation de ce spectacle au Café de la Danse. Et c'était un soir très particulier. Vous veniez d'annoncer que vous alliez arrêter la scène. Et je voulais qu'on commence par cette annonce. Elle accueillit un peu tout le monde de court. Est-ce que c'était une décision subite ou préméditée ? Les deux. Les deux en même temps. En fait, j'ai pris la décision en décembre de l'annoncer sur mes réseaux, surtout pour me l'annoncer à moi-même, parce que, bon, je sais très bien que je suis pas Michael Jackson ou Johnny Hallyday, j'annonce un truc, personne ne le voit. Hein. Donc il y a une petite partie qui l'a vu, mais c'est surtout pour moi, pour me donner un objectif de départ, parce que sinon en fait on a beau se le dire depuis quelque temps, ça serait pas mal d'arrêter, de profiter de la vie, de se nourrir de plein d'autres choses, plein d'autres cultures pour pouvoir écrire de nouvelles choses intéressantes. On a toujours ce constat entre humoristes aussi,
Mais on ne le fait pas. On reste là, dans cette grande roue du capitalisme. Et donc, ça me paraissait assez évident là qu'il fallait vraiment que je m'écoute. En fait, j'ai donc posté en juillet 2021 un premier post qui disait « J'ai pas tardé à arrêter ». C'était à l'époque où je rodais le spectacle Être humain. Et en fait, le fait d'écrire ce spectacle, j'ai écouté mon spectacle et plus je l'ai écouté, plus je me suis dit, il faut vraiment que tu t'alignes à ce que tu es en train de dire. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit la fin. La fin au Café de la Danse, elle était nouvelle. Parce que j'avais pas de fin, je savais pas trop où j'allais avec ce spectacle Être humain. Je dis, mais comment être humain finalement ? Parce que pour l'instant, je suis humoriste, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je me donne comme occasion d'être humain ? Pas beaucoup, finalement. Alors, selon ma définition, au-delà d'être vivant, c'est d'avoir des actions humaines. Alors, c'est beau à travers ses textes, mais dans sa vie de tous les jours, comment on l'applique, quoi ? Comment on est vraiment humain dans sa vie de tous les jours avec soi-même ? Parce qu'on est inhumain des fois avec nous-mêmes. Ouais. Par mécanisme, par mimétisme, par éducation, par expérience. Donc, j'avais besoin d'être humain avec moi-même, quoi, déjà. Et là, c'est ce que je suis en train, c'est le chemin vers lequel je vais, en allant déjà dans un environnement dans lequel je me sens bien. Parce que le calme, le silence, les oiseaux le matin, les choses simples, aller voir à la rivière, entendre l'eau couler, me balader dans les bois. Pour être un bon humain, il faut déjà avoir un bon environnement pour ça. Et là, j'avais la capacité de le faire, donc je l'ai fait. Et en quoi être sur scène, être dans cette roue dans laquelle vous êtes quand même depuis un bon moment, ça coupe de son humanité ? En fait, jusque-là, c'était super. Ça coupe de son humanité parce que je crois qu'il y a un moment donné, surtout en ce moment avec les réseaux sociaux, la façon d'écrire des blagues, c'est avec Blanche Gardin que j'en parlais parce qu'on a eu la même période où moi j'ai arrêté l'iPhone et on avait le même téléphone de dealer là. Et on se disait, c'est fou, hein, on écrit mieux depuis qu'on n'a plus les smartphones. Pour vraiment atteindre, même artistiquement, ce qu'on veut raconter, il y a un truc à trouver en soi, quoi, d'environnement. Voilà. Donc les réseaux sociaux, le milieu qui grandit de plus en plus, le business qui grandit de plus en plus, avec des personnes maintenant qui font ça carrément en deuxième job pour arrondir leur fin de mois. C'est-à-dire qu'ils prennent même pas vraiment ça au sérieux comme un art, mais plutôt comme un petit job. Je peux parler dans un micro, je vais trouver 2-3 personnes pour écrire des blagues pour moi, et j'ai un 5 minutes qui pourra tourner parce que je peux être payé au chapeau et avoir du cash. Donc, il y a beaucoup de choses qui commencent à rentrer en jeu et qui nous dévient un peu de l'objectif premier. Ouais, qui dénature un petit peu. Ouais, comme le rap à une époque, quoi, ou qui était rap conscient. Ouais. Et puis après, on est passé au rap commercial parce qu'on a vu que ça marchait et que tout le monde consommait ça. Donc du coup, je m'y retrouve pas non plus dans ce qui se propose actuellement, mais en même temps, voilà, Être humain, c'était ce spectacle où j'ai atteint quelque chose de cool. Maintenant, c'est bien de changer de cycle, de faire autre chose. C'est une démarche artistique, en fait, aussi. Ouais. Parce que ce spectacle, il amène des sujets quand même très intimes, très remuants. Ça parle de santé mentale. On va y revenir tout à l'heure sur le contenu du spectacle, mais on sent aussi que vous êtes en train d'y mettre un peu toutes vos tripes. Vous avez toujours fait ça, mais là, c'est quand même extrêmement intense. Comment vous vivez ces dernières scènes et comment le public reçoit ces dernières scènes aussi ? Parce que vous avez aussi une communauté de fans incroyable qui doivent être désemparés, quoi. La plupart sont des... C'est cool, je me suis rendu compte que mon public me ressemblait bien. Parce que la plupart m'ont dit belle vie. Hey, ciao. Ça fait un peu bizarre au début, t'es là, bah, c'est tout. Mais en même temps, c'est exactement ce que j'aurais fait. Donc c'est trop cool de voir que mon public me ressemble. D'autres qui sont très mignons parce qu'ils m'envoient plein d'amour en me disant pourquoi et tout. C'est une démarche, encore une fois, je pense que c'est sur le long terme qu'on comprend la démarche humaine, effectivement, de mes contradictions ou de mes continuités, de mes recherches avec moi-même. Je connais pas l'avenir, donc je pense que les gens, en tout cas, la façon dont ils ont reçu ce spectacle, c'est comme je voulais qu'ils le reçoivent finalement. J'ai toujours dit que pour parler de l'universel, faut aller au personnel. Je trouve que c'est là où on trouve le plus à l'universel. Donc là, je me suis dit, je vais aller au bout de mon universel à moi, en tout cas, de ce cycle-là, en allant au bout de mon observation de moi-même. Et je sais pas dans quel sens s'est fait ce travail, mais une chose est sûre, c'est que, je sais pas comment on peut en parler, mais je parle de pédocriminalité dans le spectacle, et donc de mon recouvrement de mémoire qui date d'il y a 4 ans. Je sais pas à quel point c'est mon métier qui m'a aidé à recouvrer la mémoire, à quel point ça devait arriver, parce que je fouille le personnel depuis 16 ans. Et au bout d'un moment, ça pop. Donc, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. J'ai cueilli ce fruit là de cet arbre que j'ai fait pousser depuis un moment. Il y avait plein de fruits pourris à côté. J'en ai trouvé un. Je t'ai tenez celui-là, on peut le croquer ensemble. Mais il est pas très gros, donc je suis obligée de m'arrêter maintenant, parce qu'après ça serait
manger le tronc, les branches, ça n'a pas de sens, quoi. Et je veux pas donner ça à manger à mon public. Donc ça serait pas honnête de ma part de continuer, alors qu'on est à la fin d'un cycle. Et de l'annoncer, c'est à la fois une démarche pour moi, mais aussi une démarche artistique. De dire, c'est possible d'arrêter des choses. C'est bien aussi d'arrêter des choses. C'est aussi parce que l'humain, on a cette tendance à toujours plus, à pas savoir s'arrêter. Et je pense que c'est la forme d'évolution humaine aussi que je propose, de dire peut-être qu'il faudrait s'arrêter. Peut-être que, je pensais notamment quand j'avais le Comedy Club, tous ces gens qui me disaient fais des t-shirts. Et j'étais là, il n'y a pas assez de t-shirts dans le monde comme ça. Et j'ai vraiment cette pensée qui m'obstrue des fois en me disant mais il y a trop de t-shirts, venons on arrête les t-shirts. Être un peu raisonnable et vivre, profiter réellement de ce que la vie propose et qui est déjà là, qui n'a pas besoin d'être imprimé. Encore une fois, écouter les oiseaux, machin, etc. Des choses simples, hein. Mais on connaît pas encore. Enfin, je pense que c'est une proposition à faire, quoi, au public. Venons. Donc quand les gens me disent c'est cool, merci et tout, merci de faire cette démarche-là, je suis contente. J'ai l'impression de vendre un tableau blanc un peu. En disant c'est intéressant. Non, mais ça me parle. Enfin, je pense que la meilleure façon de changer les choses, c'est de les incarner, c'est de les faire soi-même et de montrer des exemples. Après, je pense qu'au-delà de suggérer de s'arrêter tout court, vous suggérez sur scène de s'arrêter quand on met le doigt sur un traumatisme extrêmement profond, pour prendre le temps de travailler dessus, parce que c'est douloureux, parce que ça prend de temps, de l'espace, de l'énergie. Ouais. Et quand vous dites que l'intime est universel, moi je sais que je suis sortie du spectacle complètement chamboulée parce que ça résonne pour toute personne qui a pu connaître des violences sexuelles dans sa vie. Ce que vous racontez, c'est évidemment que ça résonne dans le cœur de chacun, chacune surtout. Donc oui, ça m'étonne pas que le public soit aussi dans une bienveillance absolue vis-à-vis de vous, parce que oui, il y a ça aussi. Ouais, ça fait sens, quoi. Ça fait carrément sens. C'est cool, ouais, complètement. C'est prendre le temps, même dans un monde qui va de plus en plus vite, évidemment. C'est le truc le plus riche qu'on ait là, c'est le temps. Et puis on est dans l'angoisse permanente de demain, comment on va manger, mais le temps, c'est un serpent qui se mord la queue, quoi, un peu tout ça. Donc ouais, c'est effectivement important de faire là c'est marrant, j'ai acheté une maison à la campagne qui est un peu en ruine, et qui est grande et belle, mais en même temps qui a des... c'est frites de partout, et peinture au plomb. Et je m'y reconnais un peu dans cette maison. Je me dis, il y a un gros potentiel, mais ça peut aussi vite s'effondrer si on ne fait pas attention maintenant. Donc, symboliquement, je vais prendre le temps de refaire cette maison et de refaire ma maison intérieure, parce que on peut avoir la maison qu'on nous donne dans notre éducation, encore une fois dans l'expérience, et puis on peut aussi créer sa maison. C'est possible. C'est une trop belle métaphore. Cool. Je crois que dans les rêves, quand on rêve de maison, c'est qu'on rêve de son corps et qu'on rêve de mais bizarrement, j'ai rêvé de maison pendant, je crois, 20 ans, là. Une maison hyper... Et en fait, plus ça avance, et moins cette maison est biscornue. Parce qu'à chaque fois que je me balade dans cette maison dans mon rêve, je suis là, mais c'est vrai qu'il y a des chambres derrière. Et à chaque fois, ça me prend la tête. Je suis là, mais il est où cet escalier ? Comment je fais pour y aller ? Ouais, je cherche toujours. Et ça y est, je sais comment y aller. C'est génial. Ouais, donc... en fait, ça peut faire peur de faire face à des choses qui sont traumatisantes, mais le plus traumatisant, c'est de ne pas y faire face en vérité. Moi, c'est ce qui s'est passé pendant des années, en essayant de faire des blagues, en prenant des drogues. J'ai essayé de... Ah, ça va. Je crois que c'est vraiment le plus traumatisant. C'est pas évident quand on n'a pas connu le fait d'apprendre à se faire du bien. C'est pas forcément dans l'éducation de tout le monde. De savoir que l'amour de soi, c'est déjà ça, là. Des fois, l'amour pour les gens, c'est la violence. Les cris. Donc, c'est... Je crois, je sais plus où j'avais entendu cette phrase, elle m'a marqué, et du coup je crois que c'est ce qui m'a beaucoup guidé là ces 10 dernières années, c'est être adulte, c'est être son propre parent. Ouais. Et je suis en mode ok, vraiment faut que je sois mon propre parent, et je serais quoi comme genre de parent, moi. Du coup j'ai arrêté de parler à mes parents pendant un temps dans ce processus de non, en fait je vais être mon propre parent, et du coup vous allez être juste des gens. J'ai dit c'était intéressant de faire cette expérience là. Et là ça va mieux, vous leur reparlez ? Ouais carrément, mais c'était vraiment une expérience consciente de... En fait, est-ce que c'est de l'amour conditionnel ou véritable ? Est-ce que je les aime parce que c'est mes parents et même parce que je suis leur enfant ou... Et la vérité, c'est que on a un vrai travail de déconstruction à faire avec ses parents, tous autant que nous sommes en général. Hein. C'est rare. Mais ça vient avec un peu l'expérience aussi. Je pense que c'est compliqué de faire ça à 25 ans, quoi. Faut avoir un peu de bouteille, avoir aussi un peu cette frottée un peu à l'univers. Stand-up, c'est cool aussi, ça va être bien. Ouais, c'est clair. Mais justement, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, qu'on remonte un peu le temps, comme on fait dans La Poudre. Et quand il y a cette enfance à Clichy, vous avez grandi à Clichy, Alors, je suis née à Clichy, mais j'ai grandi partout.
je peux faire retracer le truc un peu rapidement, mais presque tous les ans de ma vie, j'ai déménagé 2 fois par an. Parce que mes parents m'ont eu jeune, à 20 ans, et puis ils n'étaient pas hyper stables dans leur couple, et donc j'ai habité chez ma grand-mère, ma tante, j'ai une copine de mon père, j'ai la tante de nouveau. C'était aller-retour sur aller-retour avec ma mère, avec mon père. On dirait une tournée déjà. C'était une tournée, effectivement. Ouais. Ce qui m'a donné le goût du voyage, effectivement, et j'ai mis du temps à me stabiliser. C'est ma première maison, là. C'est ma première vraie maison. Ok. Que j'ai choisie, où je sais que je vais pouvoir rester, que personne ne va me dire « Allez, c'est l'heure de partir ». Ouais. Et j'ai aussi découvert quelque chose que je savais pas. Vous avez commencé super tôt, en fait, dans le showbiz. Vous étiez déjà dans Navarro, à 8 ans. Mais c'est incroyable. Ouais. Vous avez joué dans des pubs. Comment ça se passe, en fait? Pourquoi il y a eu cet attrait si précoce pour les projecteurs, la lumière, le ciné? C'est marrant. C'est vraiment... Alors moi, je m'étais fait une histoire de ce qui s'était passé, parce que j'ai un oncle qui est comédien, qui s'appelle Franck Laurin, et qui est mon oncle depuis que j'ai 8 ans, donc un oncle par alliance, et je le voyais faire des tournages, aller au théâtre et tout. Et en fait, moi, dans mon souvenir, c'est lui qui m'avait proposé, parce que son agent cherchait une gamine de mon profil pour faire un casting. En fait, il m'a dit, mais pas du tout. Et ça, on en a reparlé avec le spectacle Être humain, quand il est venu le voir. Et que j'ai parlé de ce qui m'est arrivé dans l'enfance, etc. Et il me dit, mais non, en fait, c'est quand tu es rentré de cet événement de ta vie que tu as absolument insisté pendant des semaines pour qu'on te fasse faire des castings. Tu as dit, je veux absolument jouer, il faut absolument que je fasse du casting et tout. Et en fait, après, ils ont demandé à mon papa, qui a dit oui, parce que j'ai trop insisté. Et en fait, c'était de ma volonté, mais je ne me rappelais pas. Donc c'était après cet événement malheureux, ouais. Waouh. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a eu ce choix presque fait dans l'enfance de choisir l'exposition, en fait. Exact. Comme remède à... Parler. Parce que j'écrivais déjà beaucoup. Je savais exprimer à l'écrit très vite des choses. Mais ça, comme je l'avais laissé s'évaporer dans mon inconscient, c'est vraiment quelque chose une espèce de réaction comme ça du corps. Il faut que je m'exprime, Mais je viens d'une famille d'artistes, mais c'est très, très urgent là, en fait. Mais je pense que ça me serait arrivé quand même. Mais c'était très urgent. Donc ça m'a permis, effectivement... l'année qui a suivi de tourner. Donc c'est une mécanique chez moi de créer quand il y a un truc qui va pas. Donc c'est pour ça que c'est bien de changer de terreau. Ouais. Parce qu'en fait, si je comprends bien, il y a aussi une volonté de fuir un certain cadre familial, de faire son chemin à soi. Il y a aussi un peu plus tard ce voyage que vous faites aux États-Unis quand vous êtes adolescente. Ouais, pour le basket. Pour le basket. Ouais. Vous avez quoi, genre 17 ans, c'est ça? 17 ans, ouais. J'ai 17 ans et en fait, l'université à Houston me propose une bourse pour rester là-bas. Et en fait, j'ai effectivement ce destin qui est ouvert là d'un coup, où j'ai bossé 15 ans pour arriver à ce niveau-là. Je voulais jouer en équipe de basket à WNBA. Et en fait, quand on m'a donné la possibilité de le faire, le théâtre est revenu, là, le fait de jouer. J'étais non, en fait, je vais rentrer à Paris, mais merci... Je sais que c'est possible maintenant. Mais le basket, c'est un jeu aussi en même temps. Ouais, c'est un jeu totalement. Et puis il y a le public. Puis moi, j'adorais faire des vraies figures pour avoir les réactions publiques. Ça me plaisait beaucoup. Leur faire vraiment un vrai spectacle, au-delà de la côté technique d'équipe. Donc c'est ça, c'est un truc, la scène, le fait de pouvoir m'exprimer avec le corps et la voix, c'était quelque chose d'assez présent, puisque le basket, évidemment, j'ai dit... ciao. Mais c'est un peu ce qui me passe avec le stand-up là. En fait, quand j'ai vu comment je réagissais avec le basket, parce que je me entraînais tous les matins de ma vie, je courais tous les matins, je faisais des abdos tous les matins et des pompes seul, sans coach. C'était vraiment moi qui me donnais une rigueur. Je me suis étonné de cette décision de ne pas rester à Houston. Et je me suis dit, à mon avis, tu vas le faire plusieurs fois ça dans ta vie. T'as l'air une fois que t'as compris un truc, t'as envie de passer à autre chose. J'aime pas m'enliser dans la bourgeoisie du confort de je connais la chose. C'est pas si bizarre, ouais, ce que je veux dire. Je comprends complètement. Ouais. Une fois qu'on a fait un peu le tour, qu'on a surmonté aussi ce qui semble impossible. Ouais, c'est ça aussi, non? C'est ça qui est excitant. Une fois que c'est passé, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de rester enfermé dans des idées, dans une façon de penser. Est-ce que c'est dans le même genre de démarche quand vous êtes converti à l'islam, je crois, à 16 ans? Est-ce que c'est le même genre de volonté d'aller explorer aussi une autre façon de voir le monde, de s'imbiber d'une autre... La rencontre avec l'islam, c'était quelque chose que je ne pourrais pas trop expliquer, qui est très intime finalement, où il y a un vrai rapport aux écrits qui me parle, parce que... L'interprétation de chacun peut en être très grande, mais la poésie qui en découle et ce qu'on peut comprendre comme dans des mantras bouddhistes me parle au cœur directement.
c'est très intime. C'est oui, c'est la même forme d'énergie qui vient chercher d'un apaisement dans l'existence en faisant, parce qu'il y a une pratique dans l'islam qui est quand même chouette. On fait beaucoup, quoi, 5 fois au moins. Oui, il y a des rituels. Dans la journée, il y a ce rituel de reconnexion. Et c'est là où ce que je trouvais avec le stand-up au début, que je trouve plus là. Parce que là, je suis plus connectée au dieu de l'argent qu'au dieu de la créativité. Celui où on est là, quoi, ici et maintenant. C'est ça que j'aime dans la création. C'est ce moment, soit avec le public, ou quand je suis seule chez moi, ou l'émulation de l'écriture. Comme je disais, Christian Bobin, dans L'épuisement, qui dit ça, et en fait, il comprend pas les écrivains qui attendent devant leur feuille blanche comme un devoir. C'est quelque chose qui vient d'un coup, en train de cueillir des fleurs, faire son jardin, et hop, il faut y aller, quoi. C'est ça que je recherche dans chaque action de ma vie, quoi. Ça vient souvent en marchant, l'écriture, j'ai remarqué. Ouais, c'est vrai. Quand je bloque, je vais marcher, et en fait, généralement, c'est à ce moment-là que l'idée se présente, quoi. Ouais, c'est vrai. Je me demande pourquoi, d'ailleurs, le marché. Pas en restant assise, quoi, à la Rousseau. Mais c'est un peu, c'est ça, parce que là, le cerveau travaille à ce moment-là. Au lieu de faire gauche-droite, d'être en activité. Mais alors, du coup, il y a tout ce parcours, et donc cette espèce de volonté à 18 ans de se dire, en fait, non, c'est le théâtre, mon truc. Mais le théâtre, c'est pas le stand-up. Non. Et je l'ai vite compris. Et ouais, mais moi, en fait, j'avais pas forcément... parce que... Enfin, j'ai fait toute une série avec des humoristes, mais vous êtes la première à être vraiment l'incarnation du stand-up. Vous l'avez d'ailleurs étudié en bonne geek. Vous avez fait un documentaire qu'on aurait presque pu intituler « Qu'est-ce que le stand-up ?» C'était vraiment le stand-up pour les nuls. Et j'ai compris ce truc que j'avais pas forcément réalisé, que dans le stand-up, la différence avec le théâtre, c'est qu'il n'y a pas de mur entre la scène et le public. Oui, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans vos sketchs, où il y a toujours la possibilité de rebondir sur un mot qui émane du public, l'apparence de quelqu'un qui vous regarde, ou juste... Enfin, il y a ces trucs d'impro aussi, où on rebondit avec ce qu'on a face à nous. Ouais. C'est ça qui vous a attiré, enfin, qu'est-ce qui vous a fait switcher du théâtre vers ce stand-up? J'adore le théâtre, vraiment, c'est un truc... J'adore le théâtre, j'adore le travail de l'acteur. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est juste que quand j'ai commencé à faire mes premières pièces, à 19 ans, 20 ans, avec la troupe, et ma professeure Marie de Bayancourt, qui est une super prof, qui était formée à la cartoucherie et tout, c'est vraiment, j'ai appris plein de trucs sur le corps, mais j'adore jouer avec des partenaires. Mais en fait, il y a un truc qui était... Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais c'est un peu comme quand on a l'inspiration, on marche et d'un coup, on a envie d'écrire, on ne sait pas d'où ça nous vient. Personne ne fait ça dans la famille, et puis voilà, nous, on fait ça, bon, c'est comme ça. Une des premières pièces que j'ai faites s'appelait Chère Elena Sergeyevna, c'était une pièce russe, hyper hardcore, sur une séquestration d'une prof, où les jeunes veulent absolument avoir les résultats avant, donc il la séquestre, ça va jusqu'au viol et tout. Hyper hardcore. Et je joue le mec qui séquestre. Et qui gère tout un groupe de jeunes étudiants complètement barrés. Parce que la Russie dure, l'avenir est dur, et ils veulent absolument pas louper cet examen, quoi. Et il se passe ce moment où vraiment c'est la scène tendue, quoi. Et il n'y a pas de problème pour jouer des scènes dramatiques à fond. J'adore ça et tout. Mais alors, j'ai fait par exemple Engrenage dernièrement, ces séries policières. C'est monté, c'est joué, il y avait des moments de relâchement. Quand c'est une pièce, qu'il y a des gens qui vous regardent et qu'il y a ce fameux mur, alors que vous savez qu'ils sont là et que vous êtes en train de leur faire vivre un truc horrible, mon corps se tournait tout seul, quoi. Je les regardais en mode ça va et tout. Vous inquiétez pas, c'est pour de faux. Et je me faisais tuer par la metteur en scène. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Je sais, mais je faisais des blagues des fois, quoi. J'étais là, je rajoute une petite blague au texte, quoi. Et j'étais là, ok, autant pour moi, je vous laisse tranquille, je vais aller écrire mes propres textes et essayer de dédramatiser à chaque fois que je raconte un truc dramatique. Parce que ça, c'est un truc que j'adore voir en tant que spectateur, mais à faire vivre, je trouve ça une performance incroyable, mais que je ne saurais pas faire. J'ai besoin de me tourner vers les gens, que mon plexus soit vers eux, et qu'on échange de plexus à plexus, parce que là, il y a un truc qui est tendu, quoi. Ça me parle de fou. Ouais. Moi, je supporte pas le cinéma parce que ça fait trop vrai. Ouais. Vraiment, j'aimerais bien que l'acteur me dise « ça va ?» Ah oui, d'accord. Un petit moment pour respirer. Moi, ça va quand je suis dans les fauteuils, mais quand c'est vraiment d'être en live comme ça, c'est étrange, quoi. Donc du coup, ça s'est fait tout seul, en fait. Cette volonté de casser ce quatrième mur, vraiment. C'était genre comme une spontanée. Ouais, elle m'a engueulé, j'étais là, non mais t'as raison, franchement, je vais y aller. Alors, c'est dommage, t'as des capacités. Je dis, ouais, mais je sens que mon esprit, ça le perturbe, il a besoin d'aller parler. Et puis j'écrivais beaucoup. Et donc ça s'est réuni, quoi. Ça s'est réuni. J'écrivais pas forcément des blagues, mais j'écrivais beaucoup d'écriture automatique, quoi. C'est là-dedans que j'ai trouvé mes blagues, d'ailleurs, dans l'écriture automatique. Les trucs pas marrants, en fait, c'est là que les trucs marrants, quand on relit.
Et pendant 16 ans, j'ai exploité ça, là. Et c'était cool. Ouais. Mais j'ai lu aussi qu'au tout début, quand vous êtes monté sur scène, c'était une scène ouverte présentée par Ahmed Dello, j'ai lu ça. Et en fait, votre premier réflexe, ça a été de jouer un personnage africain hyper caricatural avec un accent. Oui, j'étais raciste avant. Dictatrice ivoirienne ou je sais pas quoi. Et oui, mais c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a une forme de racisme intériorisé. En fait, si on me laisse monter sur scène, c'est pour faire une caricature, en gros, quoi. L'époque était vraiment propice à ça. Donc, on était bien inspirés par nos pères. Et puis on était racistes, quoi. Enfin, moi, vraiment, quand je regarde mes sketchs, je pleure et je rigole en même temps, parce que c'est d'une tristesse sans nom. Et c'est drôle parce qu'on a tendance à faire des grands discours sur les autres, et après on voit ces archives, et t'es là, mais c'était il n'y a pas si longtemps, quand même. Des accents. Je me suis réveillée assez vite, au bout de 3 semaines, je disais, mais c'est chaud ce que je viens de faire. Mais ça a mis quand même beaucoup de temps, parce qu'il y avait d'autres petites choses, un peu misogynes, un peu ceci, un peu cela. En fait, j'ai compris que c'était sur plein d'aspects. Où avant même de critiquer les autres, il faut se regarder en face, quoi. Parce que c'est un peu le dernier sketch que j'ai fait à Montreux, c'était ça, sur le communautarisme blanc, etc. Regardons-nous un petit peu plus en face. C'est pas évident à faire, je sais, mais c'est en regardant ses propres défauts qu'on les dépasse. Et regardez, je vais le faire d'abord sur moi, quoi. Et c'est comme ça que je rassure souvent les blancs de mon public en disant, mais je suis raciste, tout va bien. Vous aussi, vous êtes raciste. Ils sont là, non. Je fais, allez, un petit effort. C'est dur à avoir. Ça fait mal, hein, franchement, ça fait mal. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc, j'en avais parlé avec les autres humoristes que j'ai reçus, où en fait, quand on représente, en gros, quand on n'est pas un mec blanc, j'allais dire quand on représente une minorité, non, quand on n'est pas un mec blanc hétéro, finalement, on va tout de suite aller sur le ressort justement de l'autodénigrement, genre totalement. Voilà, les femmes vont faire des blagues misogynes, c'est vrai. les arabes des blagues islamophobes, enfin comme si c'était en fait une espèce de qu'on avait l'autorisation de se produire que si on renforce les stéréotypes qu'on nous renvoie à la gueule tout le temps, quoi. Il y a de ça. Je pense qu'il y a une tentative de renverser le truc. Et en fait, ça marche pas du tout, ça se renverse sur nous. Mais je pense qu'il y a un peu cette volonté de dire, c'est bon, j'ai compris. Parce que ça fait plusieurs fois que j'entends les blagues, regardez, je les fais moi-même, on peut passer à autre chose, mais en fait, on passe pas à autre chose. Et on se fait du mal en faisant ça, c'est ce que disait Anna Gatsby dans Nanette, en disant l'autodérision, c'est de l'humiliation de sa personne, en fait. C'est la première personne qui m'a fait dire, peut-être que j'arrête. Donc j'espère vraiment arrêter, contrairement à elle. Parce qu'elle a dit j'arrête, on l'a revu l'année d'après. T'as assez bien l'argent quand même. Mais non, mais c'était intéressant. Parce qu'il était bien le dernier. Et surtout, quand elle est venue à Paris, je l'ai vu. On sent qu'elle a aussi. Il est bien, Douglas, il est super. Ouais, il est incroyable. Il est génial. Il vient toucher aussi, même plus du stand-up. Donc elle a vraiment arrêté le stand-up pour le coup. Oui. C'est une autre forme là. C'est vrai. C'est vraiment pour la blague. Mais c'est vrai que, en gros, c'est la première personne qui m'a mis cette truc en tête de c'est vrai à quel point on essaye de se faire accepter en étant nous-mêmes le problème, quoi. Oui, c'est se flageller. C'est vraiment le phénomène... c'est un peu comparaison tirée par les cheveux, mais j'y pense beaucoup en ce moment de me rendre compte que beaucoup de parents africains, pour ce que je connaisse, ont l'habitude de frapper leurs enfants à la ceinture. Dans notre histoire personnelle, je trouve ça fou de s'auto-fouetter. Mais ça en dit long, voilà, sur la violence, comment elle est intégrée, en fait. C'est un peu... ce que j'essaie d'expliquer, notamment sur la pédocriminalité, que les gens ont du mal à comprendre, entendre, que la plupart ont vécu ça et qu'ils le reproduisent pour l'humaniser. Ça peut être dur à intellectualiser, mais c'est ce qui se passe, en fait. C'est pour ça que le monde tourne comme il tourne. On se fait du mal pour se faire du bien, à la base. Ouais. Et il faut prendre conscience que pour se faire du bien, il faut se faire du bien. Mais c'est vraiment poignant de vous entendre parler de pédocriminalité. Est-ce que je peux me permettre de suggérer que ce que vous avez peut-être vécu, c'est aussi l'inceste, qui est un sujet qui a quand même été tellement caché et tellement tabou pendant longtemps. Enfin, ça s'est passé dans votre famille. Ouais, en fait, c'est pas ma famille, c'est une personne qui connaissait très bien mon père. C'était une amie de la famille. C'était une femme, hein, ça faut le préciser sur scène, ce qui est aussi très déroutant. Ouais, très déroutant, complètement. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal à le considérer comme une agression aussi parce que c'était une femme. Ouais. Et que comme je suis aussi un peu beauf des fois, et ben tout ça, c'est des constructions. Mais c'est un double tabou, c'est-à-dire qu'en fait, le viol est un tabou, l'inceste est un tabou, la violence commise par des femmes est encore un tabou. Enfin, il y avait quand même beaucoup de murs à traverser pour arriver au souvenir, quoi. Ouais, carrément. Donc effectivement, c'est une forme d'inceste dans le sens où c'est une personne que j'appelais maman. Puisque j'habitais chez elle et que je connaissais depuis mes 5 ans, j'en avais 7.
Donc, je l'appelais maman. Clairement, il y a quand même quelque chose qui a été cassé au niveau des mamans, quoi. Et que j'ai dû réparer, que j'ai mis le temps de réparer. Mais oui, c'est une forme d'inceste, du coup. Totalement. Vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue? Question étrange pour quelqu'un, justement, qui parle souvent du fait que... Je le deviens. Ouais. Je le deviens. Ça vient tranquillement. C'est vrai? Ah ouais, tranquillement. En pas chassé. Mais on n'est pas obligé, hein. Si, c'est cool. Enfin, j'invite tous les hommes cisgenres à le faire aussi. À devenir femme aussi. Et toutes les femmes à devenir aussi un peu hommes, quoi. À avoir ce 50-50 à chacun. Je pense toujours à l'énergie qui va... Je pense à l'énergie quand on me dit femme ou homme, je pense. Pas au physique. Ouais. Donc ouais, je le deviens. J'accepte de plus en plus cette féminité, justement, qui m'a fait peur pour plein de raisons. Plein de couches différentes. Le féminisme m'aide à comprendre ce que c'est d'être une femme aussi. Parce que finalement, on n'a pas envie d'être une femme quand on voit comment elles sont traitées. C'est clair. On peut avoir envie de fuir. Moi, j'ai fui. Personnellement, j'ai quitté le groupe C'était au début. Ça, Monsieur Shirley, non? C'était aussi une volonté de fuir cette assignation parce que vous étiez Mais aussi dès l'enfance. La meuf de service aussi. Dès l'enfance. À plein d'endroits, ouais. Dès l'enfance. Ouais. Ça a été tout de suite clair. Je sais pas, en fait, j'ai une analyse j'ai compris ça, que c'est depuis toujours que j'analyse de façon très rapide, depuis l'enfance. Et du coup, je pense que j'ai vite capté le délire, quoi. J'étais là, non, donnez-moi un pantalon. Je sens que c'est mieux d'être dans l'équipe des gens qui ont un pantalon. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir, dans ma famille, trop d'injonctions à être la gentille petite fille. Donc, on m'a laissé pouvoir faire mon foot, quand même. Alors, pas à l'école et tout, mais en famille et tout, j'avais pas ce reproche de... Donc, j'entendais un peu des garçons manqués à gauche, à droite, mais pas dans ma famille. Ouais, non, c'est ce qui est... D'ailleurs, c'est ce qui est incroyable. C'est que j'ai eu à la fois beaucoup d'amour dans ma famille, dans tous les voyages que j'ai pu faire, et j'ai découvert tout et son contraire dans toute ma vie, quoi. C'est la chance de mon équilibre, quoi. Parce que si j'avais connu qu'un côté, j'aurais même pas fait humoriste. Je pense que j'aurais été à la chapelle avec plein de gens que j'ai croisés dans ma vie, qui ne sont même plus de cette vie. Donc, c'est ça, quand je me rends compte que tout est lié, cette destruction... toute cette masse de personnes qui se détruisent aujourd'hui adultes, c'est lié souvent à des traumatismes qui ne sont pas que des agressions sexuelles, mais où il y en a beaucoup dont c'est le cas, mais des agressions tout court. Et que on n'a pas grandi avec suffisamment de sécurité, et qu'aujourd'hui... En fait, je dis ça pour les adultes qui oublient et qui ne prennent pas de drogue ou qui boivent de l'eau en disant « je comprends pas vraiment ce monde ». Les gens souffrent, hein. Et vous aussi, mais à notre échelle, quoi. Donc c'est la souffrance qui fait ça, c'est pas l'insouciance. Ouais. C'est vraiment la recherche de solutions. Les gens sont des pharmaciens nuls, quoi. Mais vous parlez, c'est aussi, quand on a vu votre dernier spectacle et qu'on comprend en fait d'où vous venez, le fait que vous ayez si souvent parlé de weed, moi ça m'a fait vachement tilter, parce que effectivement, la weed c'est une des meilleures façons d'oublier son trauma, vu qu'on oublie tout. C'est vrai. Et qu'on se sent allégé et tout, mais ça peut aussi être un endroit où finalement on retourne aussi s'appuyer sur les zones inconscientes, quoi. En fait, moi c'est la weed qui m'a fait recouvrer totalement la mémoire. À Los Angeles. J'ai demandé, parce que Los Angeles, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir, vu que c'est légal, on peut choisir vraiment la weed qu'on fume, et donc ne pas tomber sur tout et n'importe quoi, notamment ce qu'on fume ici à Paris. Enfin, on oublie tout, enfin, c'est pas bon du tout et tout. Là, on peut demander d'avoir un truc récréatif, apaisant, etc. Puis j'étais la seule dans mon groupe à fumer. Alors, je me suis retrouvé avec ce fameux joint de weed, où je suis passé vraiment d'un truc très détendu à mais je sentis vraiment physiquement une espèce d'ascenseur qui montait, et un couloir de mémoire. Donc j'avais un petit souvenir, moi, de ce qui s'était passé. C'est comme si j'avais une bande-annonce, et d'un coup, j'avais tout le film. Donc évidemment, après, il m'a fallu 2 mois ou 3 mois pour dissocier ce qui était de l'ordre de la weed, mais je l'ai vite compris, hein, ce qui était le gros bad trip, et du message que m'envoyait mon inconscient, quoi. Où là, la drogue ne marchait plus, pour le coup. Là, du coup, après ça, on se dit, ok, en fait, plus rien n'est un bon médicament, là. Là, il va falloir que je fasse face à la chose. Oui, mais tous les médicaments sont des poisons et vice-versa, en fait. Il y a toujours les deux faces. Donc, c'est ça. C'est pour ça que depuis ce recouvrement à Los Angeles, j'étais là, ok, il va falloir consommer différemment, là, si ce n'est arrêté. Parce que ça y est, le mécanisme ne marche plus. Je pense aussi de multiplier les récits et de sortir des stéréotypes aussi, ça fera que il y a des gens qui vont écouter, qui vont forcément faire... C'est clair. Moi, c'est Flavie Flamand qui m'a aidé. Hein, c'est vrai, wow. Ouais. Première interview que j'entends à la télé, j'ai senti que ma tête tournait comme les chiens, tu sais, quand on entend un bruit. Et vraiment, il y a quelque chose qui m'avait marqué, parce que je me disais, elle avait 15 ans. Elle a pu oublier à 15 ans quelque chose qui lui est arrivé, et j'étais là, je comprends pas
Et en fait, mon inconscience avait déjà été là, mais si, mais toi, et ça veut pas ouvrir la porte. Donc ça a dû 5 ans après. C'est là qu'à Los Angeles. Et je sentais à cette interview qu'il se passait un truc, mais je ne pouvais pas dire quoi. Ouais, l'inconscient qui fait toc toc. En fait, c'est comme si on est dans un spectacle d'hypnose. C'est la meilleure comparaison que j'ai trouvée. C'est quand quelqu'un est en spectacle avec Mesmer et qui se retrouve dans cette situation et qui vous raconte cette situation, il dit « J'ai entendu, je sais ce qui se passait, mais je pouvais rien faire ». C'est vraiment ça qui se passe dans un recouvrement. En fait, on sait pas quoi. C'est assez étrange à vivre. C'est ce qui est le plus douloureux à vivre pour moi. Ce qui a été le plus douloureux à vivre, c'était ça. C'était de pas comprendre comment fonctionnait mon cerveau. C'était bizarre. En fait, il protège, quoi. Ouais. Il fait de son mieux, le pauvre. Ouais, et en fait, je comprends bien que le fait de s'exprimer, c'est que je déteste les secrets. Et qu'on m'a demandé de garder un secret vraiment trop lourd. Et vraiment, tout m'est revenu de précisément, cette demande. Elle était claire. Ce moment, en fait, m'a mis en colère. Et cette colère, du coup, elle a grandi avec moi. Et je l'ai mis partout. Et puis, voilà, j'ai touché aussi à cet endroit-là. J'ai compris qu'il y avait ça aussi. Mais le secret, quoi. Et j'ai bien vu, même... les proches, si j'avais trop parlé à mes proches de l'idée que j'avais d'en parler sur scène, ils m'auraient tous dissuadé, évidemment. En pensant que c'était pour mon bien. Donc j'ai dû vraiment faire un travail particulier pour le faire, parce que j'ai dû en parler à pas grand monde. Ils savaient ce qui m'était arrivé, mais je veux dire, de parler du projet d'en parler sur scène. Et ça a été un rodage vraiment... c'est en ça que je parle d'hypnose, c'était fou, parce que je m'étais aussi mis un objectif, c'était de ne pas apprendre par cœur. Parce que j'avais aussi, en tant que stand-upeuse, l'envie d'être le plus authentique possible sur scène. Donc, avoir mes sujets, la trame, et puis voir l'ordre dans lequel ça venait, un peu comme une jam de jazz. Voilà, où on sait, on a ses gammes et tout, et on va trouver en live avec les gens et tout. C'est ce que j'aime vraiment le plus, c'est ce qui est le plus excitant. Et donc, je suis arrivée avec ce spectacle en disant aux gens, on ne sait pas où ça va aller. Et en fait, le fait de ne pas mettre mes structures, ça a fait que des fois, mon inconscient, vu qu'il était en plein travail à ce moment-là, il a fait des dingueries. Je suis arrivée une soir à Marseille. « Bonsoir, j'ai été violée !» Et les gens, ils n'ont pas rigolé pour le coup. Elle a vraiment dit ça. Et en fait, je voyais la lance que j'avais lancée dans leur gorge à tous. Et le but, après, c'était de la retirer doucement, sans qu'ils le voient, en faisant « Hey, petite blague, ça va vous ?» Et en fait, c'était un des soirs les plus extraordinaires, parce que j'étais là, ok, là, soit c'est la fin de ce spectacle dans 5 minutes, parce que je vais dire, ok, c'est trop en charge mentale pour moi et tout, soit il y a l'humoriste qui est là et qui dit, maintenant, il va falloir trouver des blagues, parce que t'as tellement tendu le fil, là, que lâche. Et en fait, ce qui est extraordinaire, ça, c'est un truc que j'ai découvert en humour, c'est que, il faut savoir tendre le fil, mais il faut pas trop le tirer, sinon ça peut casser. Donc, faut trouver la bonne tension. Il faut pas avoir peur d'aller donc dans des sujets qui, des fois, peuvent paraître... Parce que c'est ça que les gens cherchent, en fait, l'attention, pour relâcher. Et on relâche. Mais c'est le rôle de l'humour, d'ailleurs, de pouvoir rire des choses les plus traumatiques. Totalement. Ouais. Sauf qu'on a beaucoup ri, du racisme, du sexisme, mais pas beaucoup des violences sexuelles, en fait. C'est aussi là que c'est... profondément déroutant, ce que vous êtes en train de faire. Ouais, puis même de la façon dont parler du racisme, je crois qu'il y a un truc où... Moi-même, ça a changé. Il y a une façon... Avant, j'avais des blagues un peu plus, clairement, inconsciemment écrites pour les Blancs. C'est-à-dire inconsciemment pour pas trop leur faire de mal. Et puis après, je grandis, et puis je dis, les gars, il va falloir y aller à un moment donné. Je vais pas toujours vous prendre par la main. Il faut aussi vous mettre la petite tape au cul. Et c'est tellement efficace par moment. Il y a à la de fin, l'amour à l'intérieur, quoi. Ce sketch-là, quand vous dites et les collants chers, c'est la chair de qui exactement ? Et tout le monde rigole. C'est quand même un message politique hyper fort. Et c'est aussi incroyable comme sur scène, dans la bouche d'une humoriste, ça passe. Ouais, bien sûr. Alors que Rokhaya Diallo, qui dit la même chose sur un plateau de télé, qui dit les pansements, ils sont de la couleur de la peau de qui exactement, et qui se prend un shitstorm de 6 mois. Enfin, même il dure encore, je crois, pour cette histoire de pansement. Ça montre aussi le pouvoir politique du stand-up. Et de la blague, ouais. Parce que c'est vrai que c'est avec Rokhaya que j'en avais parlé la première fois. 5 ans ou 6 ans avant. Et effectivement, quand j'ai vu que ça n'était toujours pas entendu, j'étais là, on va le faire en vanne. Mais c'est vraiment la même phrase, effectivement. C'est vraiment cette logique. Sauf que moi, j'ai ce truc de « ça va, les copains ?» Et j'amène les choses de façon à ce que ça... Voilà. À les emmener quand même un peu par la main, mais un peu moins sympathiquement qu'avant, en disant « faut aussi vous regarder ». Donc, je crois que ça évolue, notre façon de faire de l'humour sur ces sujets-là. Il y a aussi ce côté de... on peut pas s'excuser d'être là, quoi. On peut pas faire on doit y aller. Un bon stand-up, c'est aussi un stand-up qui s'excuse pas.
D'ailleurs, vous étiez dans le livre Noir n'est pas mon métier, Ouais. qui a été coordonné par Aïssa Maïga, Ouais. où il y avait, je crois, une trentaine de comédiennes noires. On était 16. 16, pardon. Ouais, 16. Merci de me corriger. Qui parlaient de ce côté aussi un peu toujours alibi, quoi. En fait, je viens toujours être noire et Ouais. pas toute la gamme d'émotions et de vécus que je peux représenter, quoi. Totalement. Ma position était particulière dans ce livre parce que j'étais une des seules qui n'était pas vraiment actrice. Ouais. À part depuis mes 8 ans avec À part Navarro. dans Navarro, rôle C'est mémorable. ça, engrenage une fois et puis voilà, fin de carrière. Et justement, mon idée c'était de voir un peu pourquoi j'étais pas actrice finalement. Est-ce que c'était un vrai choix, ou c'est un vrai choix déterminé, ou est-ce que c'est mon expérience qui a déterminé ce choix, quoi. Je pense sincèrement que, encore une fois, c'est comme les pantalons et les jupes. J'étais là, à mon avis, être actrice noire, c'est pas un truc de ouf en France. Ça, à mon avis, je vais prendre un micro, je vais parler dedans parce que Jamel, il montre la voix. Là où j'ai pas encore vu du cinéma me montrer la voix, quoi. Je parle même pas de fait de voir des noirs au cinéma. C'est des histoires aussi qui sont intéressantes. C'est vrai que ce bouquin, il date de 2019, je crois. C'était 2018 même. Ouais, plutôt 2018. Ouais. Et en tout cas, c'est vraiment récent, quoi. Ouais. Et ça a été comme un pavé dans la mare. Bizarrement. Personne n'avait réfléchi à ça. Elle a été très courageuse en y allant. Ouais, Aïssa de fou. Maïga, d'ailleurs, ça lui a certainement coûté assez cher. Ouais, je sais pas. En tout cas, à l'époque où. En fait, pour moi, je sais pas dans le sens où les gens avec qui ça lui a coûté cher, c'est des gens avec qui il fallait nettoyer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme quand on m'a dit ne fais pas de sketch sur ton coming out en 2012. J'étais là parce que je vais perdre mon public homophobe. C'est vraiment étrange comme façon de réfléchir, quoi. Je pensais bien de nettoyer des fois là pour aller à l'essentiel, avoir un environnement sain. Alors, en parlant de nettoyer, moi, j'ai eu une prise de conscience. Donc, vous commencez le stand-up en 2008 et ça prend tout de suite. Enfin, il y a une espèce de tourbillon. Vous êtes excellente, en fait, hyper bonne. Non, franchement, non. Si. J'étais juste noire. Mais dans la foulée, on vous fait travailler. Il y a beaucoup de personnes qui vous font bosser. Télé, première partie, animatrice, chroniqueuse et tout. Et on fait la liste donc, des gens qui vous font bosser. Ça fait Franck Dubosc, Stéphane Bern, Philippe Bouvard, Laurent Ruquier. Mais on dirait la collection des pires vieux mâles blancs du PAF, quoi. Pardon, c'est assez vertigineux de se dire que c'est ces vieux mecs blancs qui n'ont pas de carrière. Il y avait que à la télé. Il y avait que, c'est ce qu'on m'avait répondu Virginie Despentes quand j'avais demandé comment ça se fait que c'est que des mâles blancs qui t'ont aidé. En fait, il n'y avait pas le choix, quoi. C'était des pattes, ils faisaient pas carrière. Clairement. Mais c'est fou quand même. Je me demande si c'est pas aussi quelque chose qui a pu laisser des traces, d'avoir commencé dans un milieu si unsafe, j'ai envie de dire. Ouais, en fait, parce qu'on se remet d'abord en question, surtout que j'ai commencé, j'avais 19 ans, 20 ans. Bah ouais, donc c'est tellement jeune. On se dit, voilà, et puis on a quand même une idée de la télé un peu... c'est cool, la télé, c'est important, les gens sont trop sympas, c'est sûr, parce qu'ils ont une vie géniale, c'est sûr. Et donc, c'est que... Pour moi, c'était un cirque géant, où les gens, ça jonglait, c'était de l'art de rue, quoi. J'imaginais ça dans les loges. Et en fait, ça ressemble beaucoup à une banque. Au bureau d'une banque. Mais c'est bizarre, quoi. Les gens sont en costume, ils se prennent au sérieux. C'est pas vraiment... On dit pas vraiment bonjour. Les gens ne te regardent pas dans les yeux. Qu'est-ce que c'est ? Et je me suis beaucoup remise en question. Parce que de toute façon, la société m'a toujours mécanisé pour me remettre en question, moi, avant les autres. Parce que j'ai pas grandi dans... Puis mes parents, mon père principalement, qui m'a éduqué là-dedans, ne m'a pas du tout rassuré quant au monde que j'allais découvrir. Donc je m'excusais d'être là, quoi. Il faisait quoi pour... Qu'est-ce qui a engendré cette... Non, mais moi, le simple fait de pas dire bonjour, déjà, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable de travailler avec une personne qui vous dit bonjour que sur le plateau. Mais ça paraît fou. Avec la lumière et bonjour. T'es là, mais enfoiré, ça fait 1 heure que je te vois. Et en fait, on commence à tous faire semblant, et oui, bonjour. Et ça m'a vite, moi, déprimé, vraiment, d'être autant dans le faux, de pas être ici et maintenant, c'était vraiment flippant. Mais ça a duré quand même assez longtemps, vous avez... Ouais, mais moi, tout de suite... le fait est que moi, tout de suite, j'ai dit que je voulais pas faire ça. C'est juste que j'étais produit par 2 hommes blancs aussi. Mon manager, Franck Laurin, qui est comédien aujourd'hui, qui avait arrêté à l'époque, était manager, notamment de ma personne, parce que je l'ai choisi, c'était mon oncle. 3 hommes blancs qui me disent vraiment, on va t'expliquer comment tu vas penser. Et j'étais pas capable, à 22 ans, de dire non, plus de 3 fois. Vraiment, au bout de la 3e fois, ils m'ont convaincu. Je me suis dit, c'est eux qui ont raison. Et en fait, je me suis fait ce qu'on appelle une entorse artistique. Ma metteur en scène m'a dit ça à l'époque, parce qu'on ne demande qu'un rire, je l'ai absolument mal vécu, de A à Z. Ça, c'était l'émission de Laurent Ruquier. Ça, c'est l'émission de Laurent Ruquier, qui populaire. était la première dans laquelle, d'un coup, ça allait à fond et que j'avais refusé à la base. Et mon équipe en interne m'a dit non, ne refuse pas, et j'ai pas pu leur tenir tête, et je l'ai regretté pendant des années. Enfin, je l'ai regretté. Oui et non, parce que c'est mon parcours, c'est comme ça. Mais j'ai culpabilisé pendant des années, ce qui aide pas du tout à se réparer de culpabiliser.
Donc juste d'accepter qu'on fait son expérience, ça a été long pour moi de dire... j'avais quand même une idée derrière la tête, et quand t'as pas d'exemple autre, tu finis par croire effectivement que c'est toi le problème. Ouais, quand t'es la seule, quoi. Ouais, effectivement, t'es que des hommes blancs qui disent quoi faire. Et au bout d'un moment, t'es là, bon, certainement que je suis un peu... Comme t'es raciste aussi, inconsciemment, tu te dis, ouais, je dois être énervé. Je suis la noire énervée, quoi. C'est vrai, je suis un peu speed. Mais oui, c'est normal que tu sois un peu speed, t'es insécure de ouf. T'es que avec des gens qui... Moi, je me suis rendu compte de ça avec les thérapies. Une fois, j'ai fait une thérapie avec un homme noir, et j'étais là, c'est fou, la différence de référence qu'il me donne. Ne serait-ce que ça, de personnalité et tout. On parle de noir d'un coup, et je suis ça me fait du bien, mon cerveau. Je pensais pas en avoir besoin. Des trucs à la con comme ça. Effectivement, j'en avais besoin aussi d'être entouré de gens qui vivent ce que je vis. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la prod. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, en 2015, vous avez créé votre propre boîte de prod, ce qui est quand même un move hyper courageux. C'est difficile, quoi. Ça veut dire trouver l'argent, financer les projets et tout. Mais c'était... je sais pas comment... Pour arrêter de vous faire dicter la vie, quoi. Ouais, puis pour avoir une première prod noire qui fume de la weed, quoi. Et qui fasse pas du rap, tu vois, que ça change, voilà. Et femme, j'étais là, ça existe pas, faut le faire. En fait, moi, c'est un peu ça, le truc. Après, je réfléchis aux conséquences. Faut gérer un club, quand même. Mais ça me paraissait hyper évident. Comme le documentaire. Quand j'ai fait le documentaire, c'est là que j'ai vu qu'on n'avait pas de comédie club vraiment à nous, dans lequel on pouvait c'est là que j'ai fait un comédie club en me disant, ça n'existe pas, faut le faire. Ça, c'est aussi évident que ça. C'est un peu... et là, c'est cool parce que j'ai rencontré, je fais une parenthèse là-dessus, une artiste qui s'appelle Catégorique, qui est rappeuse. Une rappeuse lyonnaise, c'est ça ? Suisse, qui a fait le film Brooklyn de Pascal Tessot. Et en fait, c'est par ce film-là qu'on nous a rapprochés l'une de l'autre en disant, mais tu joues pas dans le film Brooklyn ? Et je dis, pas du tout. Ouais, parce qu'en fait, elle vous ressemble un peu. Ouais, comme j'ai vu que vous la citiez beaucoup, je suis allée regarder quelques-uns de ses clips, c'est assez ouf. Hein. C'est fort. Ah ouais, elle est assez incroyable. fort. Les paroles sont fortes, il y a une vraie conscience. C'est une vraie fille du hip-hop, quoi. Et c'est la première fois de ma vie, je la rencontre en 2015 d'ailleurs, je crois, 2016, la première fois de ma vie où je m'identifie à une personne. Dans ses textes, dans ce qu'elle raconte vraiment, dans l'artistique, humainement. C'était la première fois de ma vie. J'ai eu un peu comme ça avec Yannick Noah, un délire avec Bob Marley, mais j'étais là, c'est pas ça. Il y a eu un peu des casers. C'était pas ça. Donc, il y a tellement peu d'exemples que c'est pas ça. Je me suis reconnue dans Terry Moïse, c'était là, non, elle est quand même partie, quoi, tu vois. C'est tous ces gens, en fait, qu'on voit passer. Quand j'ai vu Gage à The Voice se présenter en disant, je suis Gage, j'étais là, oh mon Dieu, comment tu te présentes, Gage ? C'est pas possible de te représenter, on te connaît, t'étais un chanteur populaire. Bref, je fais une digression, mais pour dire que c'est dur de s'identifier à des gens. Il y en a si peu de modèles, Ouais, donc je me suis dit, ok, parce qu'aujourd'hui, Catégorique et moi, on est des grandes amies, et le parcours de prod que j'ai fait depuis 10 ans me permet aujourd'hui, ne serait-ce qu'en tant qu'amie, de la rassurer sur plein de choses qu'elle vit actuellement, où je me vois il y a 10 ans, parce qu'elle est plus jeune que moi, et des endroits, des perturbations intenses, extrêmes, qu'elle vit différemment, parce qu'on n'a pas non plus le même terreau de base, mais il y a quand même une douleur incommensurable que je ressens, que je comprends, et que j'arrive à rassurer parce que je l'ai vécu. Et je trouve ça trop beau d'être à cette place-là. D'avoir déjà un peu défriché, quoi. Ouais, et puis surtout de pouvoir être cette personne-là pour elle. C'est trop bien. Et là, hier, j'étais pareil dans un plateau, une queer, où je me retourne et je vois, forcément je les compte, mais 5 filles lesbiennes, humoristes noires, qui passent à la suite. Et j'étais là, mais... 5 dont une qui vient d'arriver de Montpellier, que je connais de Montpellier, une jeune talent, mais ça y est, elle a déménagé à Paris, et je fais, c'est marrant. Parce que moi, je sors jamais dans les plateaux de stand-up. Là, en ce moment, je fais un peu un coucou à tout le monde. Et là, j'étais là, mais vous vous rendez pas compte, j'étais vraiment ému et un peu bourré, parce que ça m'a trop ému. Je voulais pas trop sortir mes émotions devant tout le monde. Et je leur dis, vous vous rendez pas compte qu'il y a 5 ans en arrière, j'étais seule. Et j'étais seule, comme un vieux fou. Et j'étais le quota de tout le monde. Et là, comprenez que si je m'en vais, c'est aussi grâce à vous. C'est que ça y est, le message, il continue. Elle me dit, ah ouais, à ce point-là. Je fais, mais je ne suis pas capitaliste, je vous le dis depuis le début. Le principal, c'est que le message passe. Moi, si vous saviez, ça fait combien de fois que je veux faire des blagues comme tous mes potes là, qui font des blagues sur leur calvitie. Moi aussi, j'ai envie de faire des blagues. Des blagues de mecs blancs, quoi. Tu vois, j'ai envie, moi aussi. Tellement reposant. Mais je ne m'en sens pas la liberté.
Donc ça devenait aussi pesant, ça, de sentir comme une mission un peu, tu prends presque pour Jésus, t'es là, bon, ça va, là. Mais tu l'entends, le message, il est clair. Et là, je vois des personnes comme Lou, je sais pas si Lou était là, première partie à mon spectacle, mais Tani, Lou, il y a des figures comme ça qui sont même beaucoup plus averties que moi sur les sujets, beaucoup plus conscients. Moi, je commence à devenir trop le beauf, là, je suis là-haut, je commence à dire des conneries, je vous laisse. Qu'est-ce qu'on dit? On ne sait plus rien dire, qu'est-ce que je comprends plus? Mais non, d'ailleurs, j'exagère. Mais... c'est aussi un truc que je voulais aborder avec vous, parce que, voilà, vous avez beau être noire, lesbienne, femme, ça vous empêche pas de faire des bad buzz, quoi. Vous êtes aussi parfois fait recadrer pour des propos qui étaient jugés d'un seul coup lesbophobes ou racistes. Ça a pu, lesbophobe, ça a pu m'arriver en live. Après, il y a eu cette histoire quand vous avez dit que vous étiez bisexuelle, les lesbiennes, elles n'étaient pas contentes. Ouais, en live, quoi. C'est en live, tu vois, il y avait vraiment comme une partie des humoristes qui étaient là, si c'était clairement de la biphobie, et d'autres qui étaient là, non, un peu dans le déni. Donc on a une vraie discussion derrière, avec certaines personnes du public, c'était intéressant de voir le déni de leur biphobie. Je sais, là, vous êtes clairement biphobe. C'était intéressant. Ouais, c'est un truc assez violent, la biphobie, qui est peu documenté. Ce qui est incroyable, c'est que ce soir-là, où je travaillais en même temps mon sketch sur la pédocriminalité, c'était la période où je travaillais tout ça, j'ai tellement pris un scud dans la tête, ça m'a tellement mis un coup de poing, ça m'a énervé de me sentir oppressé par des gens qui me ressemblent. Et j'étais là, oh non, come on, tu vois quoi. Et que après, j'étais tellement dans un truc, il faut que je m'exprime et tout, que je suis allé dans une autre scène et que j'ai fait le meilleur set, je crois, de ma vie quand je le travaillais sur la pédocriminalité. Autre sujet. Et j'étais là, on peut pas, faut qu'on dise ce qu'on a à dire, quoi. Donc je suis allé plus loin dans... C'était un autre public, donc je me suis dit, je vais aborder un autre sujet. Mais ça fait du bien aussi, ce que je veux dire. C'est mon terreau de création, mais qui est donc basé un peu sur cette souffrance, mais c'est cette opposition qui me fait créer, quand même. Même quand elle vient d'un groupe qui peut me ressembler. On n'est jamais vraiment les mêmes. Donc j'ai vu ce que ça faisait chez moi. Ce refus-là. Mais c'est violent quand même, non? C'est violent. Ouais, on va à la rigueur être insulté par les fachos, on s'y attend, mais quand c'est l'équipe dans laquelle on pense jouer qui se retourne contre nous, ça fait bizarre, quoi. C'est violent, mais tout ça fait qu'on est obligé de se tourner de plus en plus vers soi, vers son intérieur, que d'essayer de se raccrocher au groupe. C'est important, le groupe, c'est un moyen, mais c'est pas une fin en soi. C'est vraiment pas le groupe est important, mais c'est pas une fin en soi, on peut s'enliser là-dedans. Donc moi, tous les groupes, que ce soit les groupes des stand-uppers, le groupe des queer, le groupe des afros, moi j'ai su aussi beaucoup de déceptions dans tous ces groupes-là. Parce qu'il y a aussi dans ces groupes-là, il y a des postures. On fait pas tous ça pour les bonnes raisons, les mêmes envies, les mêmes recherches. On est tous à des stades différents de compréhension de notre chemin de vie, quoi. Et en fait, il y a un peu comme ça... un délire, je trouve, dans le communautarisme, quand on le voit comme une fin en soi, qui me rappelle un peu, justement, quand je me suis converti à l'islam au début, tous ces gens convertis qui veulent convaincre les autres, parce qu'ils sont pas totalement convaincus de ce qu'ils font. Tout se passe à l'intérieur, c'est hyper intime, tout ça. Le chemin de vie est intime. Donc, à la fois, c'est important de gueuler ce qu'on a à gueuler sur nos revendications, mais il y a des moments, c'est pas que ça soit intime, parce que est-ce que le travail, on l'a vraiment fait intérieurement? Moi, je dis ça notamment sur la communauté afro, quand, avant, noir n'est pas mon métier, 3-4 ans avant, la discussion est de plus en plus redondante. Moi, je rencontre Rokhaya Diallo à ce moment-là. On a des conversations de plus en plus cool, des dîners de plus en plus intéressants où on se retrouve, en fait, parce qu'on se connaît pas. Et je me rappelle être la première à faire la démarche auprès de Rokhaya parce que je la vois se prendre des scuds de partout. Et je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui l'accompagnent? Est-ce qu'elle est moralement, ça va? Forcément par empathie, parce que je vois à peu près ce que ça fait, quoi. Et donc, je lui envoie un message en disant, sache que je serai toujours là si t'as besoin. Et on fait un premier dîner comme ça, et on décide même de se réunir à plusieurs. Et en fait, la conversation sur le cinéma, moi, me marque beaucoup parce que je me dis, plus on parle avec plein de gens du ciné ou pas, mais de la communauté afro, plus je me rends compte que on revendique, on demande quelque chose qu'on n'a même pas nous-mêmes bien ancré. C'est-à-dire, on demande à ce qu'on appelle plus les acteurs et actrices noirs. Et je fais ce petit jeu à un moment donné qui consiste à demander aux gens, est-ce que tu es capable, toi, de me citer, toi, tu vois, acteur noir, de me citer 3 acteurs noirs, 3 actrices noires. Et, petite difficulté en plus, qu'ils ne soient pas des humoristes. Ouais, parce qu'il y en a plus, c'est vrai. Tu vois? Ouais, il y a plus de noms qui viennent à l'esprit des humoristes. Ouais. Et alors là, les gens sont là. Alors, avant de demander quoi que ce soit, qui que ce soit, cultivons-nous d'abord. Donc c'est comme ça que j'ai monté un site qui s'appelait Afrocast. Ouais, j'ai vu passer ça, c'est dingue. Et les gens pensaient que c'était une agence, mais moi j'étais là, non. En fait, il
Il n'y a pas forcément, encore une fois, un truc de capitalisme derrière à dire allez, je vais vendre ces noirs maintenant, je suis la nouvelle esclavagiste. Non, le but, c'était simplement de dire il y a 50 acteurs noirs. Moi, je ne les connaissais pas avant de faire tout ce travail. Pour certains, j'ai dû copier-coller leur bio, chercher, juste pour dire déjà, ils existent, ils sont là. Si vous êtes. Mais c'est dingue d'avoir fait ça. Vous avez quand même un sacré. C'est quand même fou de cette. Il me manque un truc, je vais le faire. Ouais, mais c'est toujours ça. C'est quand même assez fou. C'est chiant en fait. Je suis fatiguée des fois de faire. Là, je commence à mieux me connaître, donc je me piège moins. Je fais attention parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui n'ont pas été faits. Parce que là, on est en 2016 quand vous créez Afrocast. Ouais. C'est quand même aussi hyper pionnier, quoi. À l'époque, on parlait pas beaucoup d'afroféminisme en France. Totalement. On parlait encore pas énormément d'antiracisme. Et je vous ai entendu dire cette phrase, ça m'a fait tellement rire. En fait, on vous envoyait des textos. Genre, tu connais pas une actrice noire? Ouais, encore il y a pas longtemps. Comme si vous étiez chef de tribu. C'est ça que j'ai trouvé l'expression hilarante, mais j'ai trouvé aussi incroyable. Bon, après, c'est pas. Voilà, comme vous dites, c'est juste une photo de portrait, une galerie de portraits et de CV, mais de l'avoir fait de vos petites mains, quoi, c'est quand même assez dingue, quoi. En fait, je déteste parler sans avoir essayé un truc avant, et j'aime, pour pouvoir aborder un sujet, mettre mes mains dans le cambouis. Ouais. Intellectualiser, c'est bien, mais pratiquer, c'est mieux quand même. Pour réintellectualiser derrière, après pratique, ça met un certain temps, on va moins vite, mais il y a une satisfaction quand même. C'est un peu comme là, les travaux, quoi. On me dit, mais tu vas pas prendre Je fais, oui, il y aura des artisans, parce que je suis pas complètement ouf, pour faire le toit et tout. Mais il y a des choses, il faut que je les fasse par moi-même. La toiture, c'est terrible, ça coûte hyper cher. Ouais, ça coûte très cher. C'est vraiment le pire, ça coûte cher. Bon, peut-être que je vais la faire un petit peu, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est ça, c'est faire par soi-même pour... C'est comme ça que je pense qu'on apprend et qu'on finit par aussi mieux comprendre ce qui nous entoure, parce que souvent, on voit que les personnes qui critiquent beaucoup, c'est des gens qui n'ont pas forcément fait beaucoup aussi. Bien sûr. Je fais, mais si tu l'as fait un minimum, tu peux pas... Même de la musique... Chante juste une fois, essaye, tu verras ce que c'est. Tu peux dire après, je n'aime pas ce style, mais tu peux reconnaître quand même le travail. Bon, ça aussi, vous l'avez tenté, la musique. Ouais, j'ai tenté, comment dire. Non, en fait, c'est ça, c'était une parenthèse. Je sentais que le chant, j'en avais besoin. De gonfler mon ventre, de sortir ça, j'avais besoin. C'était une vraie mise à nu, plus que le stand-up. C'était trop bizarre de sortir ces vocalises là. Maintenant, ça va mieux, je kiffe. Je prends comme un kiff. Mais pour en revenir à ce truc de quand on fait, on est exposé, enfin, moi, ça, c'est encore une fois quelque chose qui me parle. Et je vous ai entendu aussi parler de votre expérience de chef d'entreprise. Enfin, monter un comedy club, se retrouver avec des salariés, avec des gens qui dépendent de vous, c'est aussi très compliqué de concilier ça avec les valeurs qu'on veut porter. Enfin, c'est la confrontation au réel qui est la plus brutale. En fait. Ouais, c'est clair. Surtout quand on se rend compte qu'on n'est pas du tout le chef d'entreprise qu'on pensait, qu'on est juste un connard fini, parce qu'on est trop stressé, qu'on parle mal à tout le monde. T'es là, mais c'est pas du tout ce que j'attendais de cette vie. Mais c'est parce qu'on n'est pas au bon endroit, en fait. En général, si on n'est pas agréable avec les autres, c'est qu'on n'est pas bien avec soi-même. Mais ça, on met du temps à s'en rendre compte parce que on se crée un peu ce monde après de « Non, mais c'est parce que j'ai ça. » T'es là, mais qui t'a obligé à faire tout ça? Ouais, en fait, ça va arriver au fur et à mesure. Quand même, la construction du Comedy Club, j'avais d'abord fait plusieurs expériences diverses et variées avec des équipes avant de monter ce projet un peu plus régulier. Et ça a été pour moi une rencontre humaine incroyable. Une rencontre humaine avec moi-même. Justement, parce que j'étais là, mais je suis pas du tout un humain. Je suis Dexter. Je n'ai aucune émotion. Je comprends pas pourquoi les gens prennent pas plaisir à travailler jusqu'à 4h du matin. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils veulent pas aller au bout des projets, pourquoi ils sont toujours en train de penser à leur salaire. Je comprends pas, mais vous faites vraiment ça par obligation ou vous êtes content d'être là? Il y a des choses que j'avais du mal à comprendre, quoi. Mais parce que je me les donnais même pas à moi-même. Donc je me disais, pourquoi vous voulez manger? Ça sert à quoi de manger? Je comprends pas. Dormir? Parce que je mange, moi. Pourquoi ça sert à quoi? Et le fait d'avoir eu un endroit comme ça, avec des gens que je voyais régulièrement, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, oui, je voyais beaucoup de monde, mais pas vraiment régulièrement. Je voyais des publics un soir à Lyon, et merci, ciao. En fait, il y avait une fuite là-dedans. J'aime bien rencontrer les gens pendant 1 heure. Et là-dessus, je suis un être humain extraordinaire. Mais vraiment, 1 heure après, je me suis rendu compte, grâce à cette équipe que j'ai construite autour de moi, cette famille que j'ai construite autour de moi, que je ne savais pas gérer les relations humaines tous les jours. Et j'étais là, oh, c'est ça, être humain, là. C'est pas donner des belles phrases sur ce qu'est être humain. Comme on le fait, nous, les humoristes, avec des belles morales, ou des artistes, on est là, oui, moi, je pense que t'es là, ouais, mais est-ce que tu le vis vraiment au quotidien? Moi, je vois évidemment, après, t'en as qui le vivent bien, et qui sont bien entourés dans leur vie intime, bien. Mais la plupart, on est quand même dans un délire, quoi. Mais, attention,
trigger warning, psychanalyse à 2 balles. Quand je vous ai entendu parler du Barbès Comedy Club, vous parlez de maison. Ouais. Quand vous parlez des gens qui bossent avec vous, vous parlez de famille. Ouais. Je suis pas forcément surprise du fait que vous n'ayez pas su vous trouver vos aises dans une maison où il y a une famille fixe tous les jours, puisque vous m'avez dit de votre enfance. C'est clair, mais c'était une première tentative. Bah ouais. Et puis elle était jolie parce que dedans ont émergé des talents qui pouvaient pas forcément s'exprimer ailleurs et tout ça, il y avait des belles choses. Mais c'est clair que la fondation, j'étais là, ça commence un peu à trembler, là, ça commence à glisser à gauche à droite. Peut-être que c'était beaucoup d'un coup. C'était beaucoup d'un coup, et puis mes choix de personnes avec qui aussi d'associations étaient aussi des choix inconscients encore dans mes mécanismes. Donc prendre des gens pas forcément bons pour moi en fait, pas forcément dans mes valeurs, pas forcément dans mon environnement, presque néfaste en fait même. Je suis allée chercher ce que je connaissais le mieux, quoi, ce qui me faisait du mal. J'appelle la famille parce que pour moi c'est le milieu dans lequel je grandis là. C'est une famille dans le sens où on l'a pas choisi, mais on est obligé de se supporter quand même et de s'accompagner. Il y a plein de... Voilà, c'est fou de grandir avec des personnes comme ça qu'on découvre au fur et à mesure en disant on fait pas du tout le même taf en fait. En même temps on est dans le même milieu, estampillé de la même façon. Il faut quand même qu'on... C'est particulier. Le milieu du stand-up en plus commence vraiment à prendre une ampleur folle et... les problèmes systémiques qu'on peut voir un peu partout dans la société, on les retrouve dans le stand-up en ce moment. Il y a quelque chose qui est en train de sortir, qui est très difficile à accepter pour moi aussi, d'être dans une famille dysfonctionnelle. Là, ça commençait. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que je commençais moi-même à créer une famille dysfonctionnelle. En fait, il faut tout de suite divorcer quand c'est comme ça. Il ne faut pas dire non, on va faire un autre enfant pour aller mieux. Pour recoller les morceaux. Ouais, non, je pense que là, on va pas faire ça. Mais ça me fait penser aussi à la série Drôle. Donc vous avez été consultante sur Drôle. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré. J'étais écœurée qu'il n'y ait pas de saison 2. Mais je me suis demandé, justement, comme cette saison 1, il n'y avait que des femmes et des personnes racisées, finalement, dans les personnages principaux. Il y a vraiment cet élan de ça y est, le stand-up, c'est plus que des mecs blancs, diversité, machin. Ah, il n'y aura pas de saison 2. Je trouve que c'était un peu le coup près qui tombait. Ah bah non. Ça marchait pas, là ne va pas se concrétiser. Il n'y a pas un peu de ça ? Dans l'arrêt de la série, je crois que c'est vraiment plus de l'algorithme, là, malheureusement. Ah ouais, ça n'a pas si bien marché, quoi. Vraiment, ils ont la calculatrice a dit non. Ouais, c'est encore pire, en fait. Non, mais c'est ça le problème qui décourage les producteurs français. Ouais. Avec les plateformes de streaming, c'est que les choses un peu créatives, où on prend un peu le temps et tout, et qui, effectivement, auraient fait en plus, je pense, un gros carton en saison 2, parce qu'on avait tous pris nos marques. On adorait les persos. Ouais. C'était trop bien. Là, les persos commencent à trouver leur truc. Enfin, les gens s'y ont attachés, le succès d'Estime était là, mais... c'est pas plus mal, hein, quelque part. Désolé Fanny Herrero, mais elle sait, j'adore la série et j'aurais été ravie de continuer. Mais en même temps, vu les monstres qu'on a créés, bon, on le savait, quand la série est sortie, on s'est dit, ouais, le nombre de personnes qui vont vouloir être humoristes, ça avait fait ça avec 10%. Ça allait faire ça avec le stand-up et tant mieux, ça crée l'émulation encore une fois, mais c'est bien aussi de se rappeler que c'est un taf et que c'est pas juste un truc qui peut nous faire devenir star, parce que tout le monde est un peu dans ce truc-là en ce moment. C'est un vrai travail qui met 10 ans, un peu comme le clown, à se trouver et tout, quoi. Donc, en ce moment, il y a un vrai problème qui se ressent dans les programmations. Il suffit de regarder les programmations des comédie clubs pour se dire qu'il y a un énorme problème encore de patriarcat. Une vraie misogynie, un vrai racisme. Il y a vraiment beaucoup de line-up qui sont redevenus blancs, hommes blancs. Et c'est bon, allez, arrêtez de nous prendre la tête, quoi. Et moi, j'ai fermé le club. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon club était le seul qui était inclusif, en fait. J'ai pas fait ça pour ça, je l'ai fait naturellement, parce que ça fait partie de moi. Et quand j'ai fermé, j'ai eu des orphelins, quoi. Que là, je retrouve un peu dans des petits bars. C'est là que j'étais les voir hier, à la Nouvelle Scène Comedy Club. Ouais. Parce que Jessie a repris un peu ce truc-là, parce que je sais qu'on est dans cette mouvance aussi. Et c'est trop cool. Mais ça reste un théâtre où c'est pas un comedy club tous les jours où on peut s'entraîner. Mais c'est un peu genre, ils sont orphelins, là. Parce qu'il y a personne qui leur propose instinctivement. Et je ne parle pas que des personnes queer ou racisées. Je parle aussi des personnes non valides. Les personnes qui sont en fauteuil, les personnes on les calcule pas, quoi. Alors qu'ils ont des trucs intéressants à dire et que la pensée qui reste et qui perdure, c'est celle qu'on combat beaucoup. En ce moment, il y a quand même énormément de problématiques dans les textes, mais aussi dans le comportement de certains stand-uppers, certains humoristes. C'est compliqué, là. Là, on vit un truc particulier, je trouve. Je sais pas quand est-ce que ça va exploser. Moi, vraiment, je prends aussi du recul en disant ça va péter. Il y a un côté backlash, un peu. Ouais, il y a un truc où je me demande même, surtout je pense notamment aux femmes humoristes,
il va falloir qu'on se réveille. C'est cool de faire des vannes sur scène. Ça va être sympa quand même de commencer à aller à la police. Mais voilà, je le dis dans un micro et je sais qu'on en discute entre nous. Et en fait, le MeToo stand-up, on l'attend tous, quoi. Ouais, tout simplement. Et ça donne envie de prendre du recul sur la famille. Et sur notre posture, là. De faire des beaux discours sur scène et d'en avoir d'autres dans la vie. J'ai besoin de prendre du recul, ouais, de voir un peu... parce que là, on finit par contribuer au silence. Même quand on parle, ça n'est pas vraiment écouté. Non, malheureusement. Mais après, le respect aussi des victimes, c'est aussi à elles de faire la démarche. On peut juste les encourager à le faire et sans les forcer. Mais il y a des choses qui remontent au fur et à mesure. Parce que il y a des choses qui remontent mais ça remonte en ce moment, quoi. Tania Dutel en parle dans son spectacle. Elle ne cite pas la personne, mais moi, je la connais, cette personne. Tout ça, c'est étrange à vivre. C'est étrange à vivre, donc ça me donne envie de prendre du recul sur ce métier, forcément. Je vous ai entendu parler de bombe à retardement. Ouais, c'est ça, c'est une bombe à retardement. Là. Donc vous allez vous mettre à la campagne pour qu'elle explose sans blesser personne, c'est ça? Ouais, parce que je vais l'acheter de la campagne, je pense. Non, mais c'est surtout que je cautionne pas, en fait. Je cautionne pas plein de trucs qui se passent. Donc j'ai encore plus de mal. Alors c'est pour des raisons tout à fait personnelles que j'arrête, mais ça m'aide aussi énormément, ce qui se passe. Et ça va pas me manquer. Les conversations que j'entends ne vont pas me manquer. C'est des conversations qui pour certaines, me taraudent dans la tête depuis 5 ans, où j'en parle avec mes thérapeutes qui me disent, vous savez, ou peut-être déposer une main courante contre un tel, vous donnez pas votre nom. Des suspicions, ça prend la tête et on se dit, mais comment Et là, je crois qu'il y a un truc intéressant qui va se passer dans le stand-up si quelqu'un prend... Peut-être ça sera moi, je sais pas. Mais non, vous partez à la retraite, on peut pas tout faire. Peut-être je vais revenir de ma retraite. Peut-être je vais revenir en disant j'ai oublié de vous dire un truc au fait. Mais pour l'instant, en tout cas, il faut digérer les choses et puis voir le bon angle. Ouais, mais c'est quand même assez marrant, quoi. C'est assez marrant que chez les stand-uppers, nous les grandes gueules là, on a dénoncé tout le monde. Et t'es là, et notre domaine. Ouais, mais bon, tu comprends. T'es là, non, je comprends pas parce que c'est le même système à chaque fois. Je parle d'agression, mais je parle aussi de la façon aussi. Moi, ça me perturbe quand je... Mais ça, c'est parce que je continue de grandir et de découvrir le monde et je suis un peu naïf des fois. Je suis là, mais pourquoi il y a des gens qui font de la promo sur le fait qu'on a été raciste avec eux et qu'après ils en font des promos incroyables dans toutes les radios et télés et que quand on demande à la prod de cette personne, me dites pas que c'est vous qui avez appelé des télés et qu'on me dit, pour une fois que la personne remplit, on va se servir de ce sujet-là. T'es là, commande. Tout mon travail, du coup, il est éradiqué par ce genre de comportement. Voilà, donc tout ça, c'est perturbant. C'est perturbant et en même temps, ça fait partie du game. Donc vous allez digérer tout ça à la campagne. Et on n'en a pas beaucoup parlé, puis on arrive au bout du podcast. Mais dans votre spectacle, vous êtes vraiment dans l'exposition de vos vulnérabilités. Vous parlez de séjours en hôpital psychiatrique, vous parlez de puissance suicidaire, vous parlez de dépression. Et c'est vraiment des choses qui sont tellement précieuses. Et je voulais vraiment vous remercier parce que ça a fait du bien en fait, d'entendre quelqu'un aussi... dire que ces choses sont humaines, quoi, que la vulnérabilité ça fait partie de nous et que c'est pas forcément en tout cas caché, une honte. Donc voilà, vraiment merci. Plaisir, merci à vous d'avoir été là surtout. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous? C'est-à-dire j'ai envie de dire, vous allez bientôt la voir là. Ouais. Cet espace où personne vous emmerde. Ouais, totalement. Bientôt. J'ai la grande maison, j'ai les 4 murs. La chambre est en plein chantier pour le coup. Ouais, je vais me faire ma propre médaline avec des palettes en bois. Si vous voulez tout savoir. Donc là, toutes les palettes sont partout dans le salon. Et je vais me mettre à faire de la menuiserie bientôt et ça va être chouette. Et effectivement, casser des murs quand on a tout ça en tête, tout ce dont je viens de parler, ça fait du bien. Vraiment. Ça a été vraiment très thérapeutique là, l'été dernier. Casser des murs en pensant à tout ça. En tout cas, si les gens sont en colère, si les gens sont un peu machin, c'est normal, quoi. C'est un peu normal. Je le répète parce qu'il y a un truc qui consiste à dire comme tout le monde le fait. On va y aller en fait, tant pis. Tant pis pour nos idées, tant pis pour nos valeurs, tant pis pour notre sérénité, notre paix intérieure. Tant pis. Ok pour la majorité. Non, c'est cool. C'est cool, vraiment. C'est cool d'avoir encore des émotions effectivement fortes et dérangeantes parfois. Et c'est pour ça que ça me paraissait important d'en parler sur scène. Pour que les gens se disent ça aussi d'être normal. Ça va quoi pour vous, la poudre? Plein de choses, j'y ai pensé plein de fois, ce mot la poudre. Mais j'entends toujours la poudre escampette. Non, ça revient souvent en ce moment. Ouais. Personne ne le disait les premières saisons, et là en ce moment tout le monde dit ça, tout le monde veut se barrer en fait. Ah ouais, écoute, c'est ça, c'est ce qui me vient. Il y a un truc dans la poudre,
magie. Il y a un truc qui vient de se passer qui était fort quand même avant. Une explosion, il y a quelque chose, un choc. Et la poussière, du coup, qui en vient. Ouais, c'est ça. Je vois dans la... Ouais, c'est ça. En fait, j'ai que cette image de poule, de trucs un peu comme dans les trucs de magie, de dessin animé. On voit cette petite fumée d'un coup qui fait pouf. C'est que quelqu'un vient de courir, il y a un truc qui vient de tomber, ou il vient de se passer un événement, quoi. Et il faut se retourner pour regarder quand même. Merci beaucoup, Shirley. Un plaisir. Merci à Shirley Soignon d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, Nicolas Fogel. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, continuez de faire parler la poudre.